Ce que je veux, c'est mettre le demandeur d'emploi au cœur du système. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Hier, vous aviez 2 endroits, ACEDIC et NPE. Demain, vous aurez juste Pôle emploi. Je n'arrive pas à vous identifier. Alors là, c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Vous cherchez un emploi durable à temps plein, on est d'accord, hein? Oui, un emploi bien payé. Oui. Je vais vous donner un rendez-vous, hein. Mais comment ça se passe le rendez-vous? Parce que moi, j'ai pas envie de me mélanger au tout, non? Soyons très clairs. La fusion aura lieu parce que c'est l'intérêt des demandeurs d'emploi. Et je veux trouver un emploi également. L'emploi, je peux rien vous promettre. Et oui, pas toujours facile de répondre aux exigences des quelques 3 millions de demandeurs d'emploi. Voulue par Nicolas Sarkozy, la fusion entre la NPE et les ACEDIC a donné naissance au 1er janvier 2009 à Pôle emploi. Objectif, simplifier la vie des chômeurs. Ce nouveau-né se voulait plus rapide, plus simple, plus efficace, un lieu unique et un seul interlocuteur pour l'indemnisation et pour la recherche d'emploi. Sur le papier, ça paraît simple. Seulement voilà, entre-temps, la crise est passée par là et le nombre de demandeurs d'emploi a explosé à partir de l'été 2008. Et sous pression, pas facile d'améliorer le service rendu. Alors, 2 ans après sa création, nous avons voulu revenir sur l'efficacité de Pôle emploi. La fusion a-t-elle atteint ses objectifs? Les chômeurs sont-ils mieux suivis, mieux encadrés? Les entreprises sont-elles mieux servies? Comment les agents ont-ils vécu cette transformation? Les reporters de Public Sénat sont allés enquêter sur le terrain. Le gouvernement l'a reconnu, pendant 2 ans, il s'est surtout focalisé sur des questions de structure. Pas évident, en effet, de faire de 2 entreprises de cultures très différentes une seule entité. Mais aujourd'hui, on commence à s'apercevoir qu'on n'a pas forcément pris le temps d'écouter les intéressés, les demandeurs d'emploi. Alors un questionnaire de satisfaction a été envoyé à 500 000 d'entre eux, car ils sont nombreux à dire se sentir livrés à eux-mêmes face à une grosse machine. Pôle emploi, qui a le mode d'emploi? C'est une enquête d'Élise Ecardi. Actualisé. Et voilà comment ça commence souvent quand on est inscrit au Pôle emploi. Chaque mois, il faut s'enregistrer. Les chiffres de mon numéro de dossier. Je n'arrive pas à vous identifier. Ça marche pas? Alors là, ça marche pas. La petite étoile. Et ça se produit très souvent. Merci de recomposer le numéro de votre département de résidence habituel. Et on recommence au début. Et puis c'est toujours à 11 centimes et demi la minute. Donc là, ça ne marche pas. Et pourtant, il faudrait que ça marche. Car ne pas actualiser sa situation sur Internet ou par téléphone, c'est courir le risque de se faire radier du Pôle emploi et ne plus toucher ses allocations. Sylvie Gentil travaille, mais à temps partiel. Elle doit quand même s'enregistrer tous les mois. Et les problèmes avec le Pôle emploi, elle ne les compte plus. Alors, elle se rend dans cette association. Ici, les chômeurs trouvent une écoute, une aide dans leur démarche, et chacun y va de sa petite histoire. Je suis écouté dans le temps quand c'est dit qui prenait mon papier, puis c'est tout. Tandis que vous, ici, vous prenez rien. Vous avez entendu des cas, des gens qui ont été radiés? Oui, des cas des radiés, oui. Une jeune fille qui faisait partie de notre association et qui a été radiée pour 5 minutes de retard. C'est-à-dire que son bus avait du retard, donc elle s'est présentée. La conseillère lui a dit: je suis désolée, vous êtes en retard, vous avez 5 minutes de retard, je suis désolée, vous êtes radiée. Un rendez-vous, à quelle heure en retard au rendez-vous, quoi que ce soit, c'est vous. Moi je regrette l'ancien système. Vous avez l'impression d'être plus livré à vous-même là? Oui, mais en même temps, pas entendue, pas comprise, et que rien ne bouge, quoi. Le sentiment d'être seul face à la machine Pôle emploi. Même pour ceux qui auraient théoriquement les armes pour se défendre. Retour à Paris. Camille a 28 ans, un bac plus 5 et elle ne souhaite pas être reconnue car elle craint de perdre ses indemnités. Lors d'un des premiers entretiens, un conseiller m'avait expliqué que c'est lui qui avait les cartes en main pour nous maintenir nos allocations. Et à ce moment-là, j'envisageais éventuellement de reprendre une formation ou un apprentissage pour me réorienter professionnellement. Et il m'avait indiqué qu'il était en droit dans ce cadre-là de malheureusement m'enlever mes allocations puisque je ne serais plus en recherche d'emploi mais en formation. Et donc quand j'avais essayé de savoir comment j'aurais pu garder mes allocations puisque j'en avais malheureusement besoin
pour si je suivais cette formation, cet apprentissage. Il m'avait dit que c'était un accord entre lui et moi. Il vous a dit je suis en droit de vous les enlever si je veux? Si j'en ai envie, exactement. Je dirais qu'on se sent un petit peu désarmé. Camille devra elle-même payer sa formation que Pôle emploi ne finance pas. Mais dans la masse des demandeurs d'emploi, certains passeraient presque pour des privilégiés. Je viens de prendre tes mesures ici. Vous avez bon espoir de retrouver du travail dans 6 mois? Ah oui. Ah oui, il n'y a pas de problème. Vous êtes confiant? Oui, tout à fait. Nous sommes pourtant dans le bassin d'emploi de Saint-Quentin en Picardie, une zone d'emploi sinistrée et qui a été choisie comme région test pour le CTP, le contrat de transition professionnelle, un dispositif très avantageux. Pour en bénéficier, il faut répondre à un double critère, avoir subi un licenciement économique et dans un secteur en crise. Grâce au CTP, Christophe Poulain fait une formation d'électromécanicien payée par le Pôle emploi. Bonjour Madame Lavine. Bonjour Monsieur Poulain. Le CTP, c'est un peu le suivi 5 étoiles pour le chômeur. Un rendez-vous par semaine avec un conseiller qui ne gère que 40 à 50 dossiers, soit entre 2 et 4 fois moins qu'un conseiller Pôle emploi classique. On a plus de temps accordé aux personnes en fait. On est vraiment au cœur du sujet, au cœur de la recherche d'emploi et on peut vraiment aider les personnes que l'on accompagne. Du temps et un suivi adapté, mais pour une poignée seulement de demandeurs d'emploi. Il y a une inégalité totale entre les deux. Il y a 11 000 demandeurs d'emploi sur le bassin d'emploi de Saint-Quentin et il y a 450 au CTP, donc il y a une inégalité totale de traitement. Bon, tant mieux pour les salariés qui en profitent, hein, ils sont tous satisfaits, très satisfaits même. Mais bon, c'est dommage pour les autres, quoi. La majorité des autres qui disent un malaise grandissant. Des demandeurs d'emploi sous pression avec toujours cette crainte de la radiation s'ils refusent 2 offres d'emploi sans motif valable. J'arrive pas à voir le conseiller. Il me demande de rappeler, donc je rappellerai. Bonjour Benoît Génuny. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans ce décor quasi hollywoodien. Nous sommes au port de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes l'ancien médiateur de Pôle emploi. Je dis ancien parce que vous avez démissionné, vous avez jeté l'éponge au mois d'avril dernier, juste après avoir rendu votre rapport annuel. Votre job, qui est défini par la loi, c'était de recevoir les doléances à propos de Pôle emploi et d'essayer de résoudre la situation quand c'était possible. Vous racontez dans votre rapport plusieurs cas, et ça fait un peu écho à ce qu'on entend dans ce reportage d'Élise Ecardi, Sylvie qui dit qu'elle ne se sent pas écoutée, pas entendue par la machine Pôle emploi. C'est ce que vous avez remarqué vous aussi? Oui, c'est vrai qu'on recevait au bureau du médiateur jusqu'à 1000 réclamations par mois environ. Alors c'est peu parce que par rapport à bientôt 4 millions de personnes au chômage, finalement c'est un pourcentage infime, mais c'est quand même important parce que ça traduit justement ce qu'on a entendu dans le reportage, le désir des gens et leur angoisse surtout d'être écoutés, d'avoir une relation personnalisée avec quelqu'un qui comprend leurs problèmes, plutôt qu'on leur applique un règlement un petit peu vite, un peu rapidement, et puis trop à la lettre, sans essayer d'en comprendre l'esprit. Parce que contacter Pôle emploi aujourd'hui, ça passe surtout par Internet ou par le fameux 3949, comme on l'a vu dans le reportage. Ça a un côté un peu frustrant, ça manque de contact un peu. C'est un service déshumanisé, Pôle emploi? Non, c'est pas un service déshumanisé, mais là, sous la pression de l'obligation de faire face à un afflux de chômeurs, sous la pression qui est née de l'obligation de faire fonctionner la nouvelle entité, Pôle emploi s'est plus réfugié dans un traitement de masse, un traitement un petit peu standard. Du coup, on se retrouve parfois avec des situations un petit peu ubuesques. C'est ces courriers automatiques qui partent générés par l'ordinateur, où on convoque quelqu'un pour un entretien téléphonique et on lui demande dans le même courrier d'apporter son CV à son entretien téléphonique. Alors, ce sont des situations qui sont amusantes, mais qui peuvent parfois être bien plus dramatiques. Avec des courriers parfois particulièrement secs et froids. Oui, on a dénoncé dans notre rapport le fait que ces courriers n'étaient en général pas signés. Ce qui est contraire à la loi. Ce qui est contraire à la loi. Ils ne sont pas signés et ensuite ils sont parfois d'une grande sécheresse. On notifie à quelqu'un qu'il doit 4 800 € d'allocations qui lui ont été versées à tort et qu'il faut qu'il les rembourse immédiatement, faute de quoi on le mettra entre les mains des huissiers pour régler le contentieux. Bon,
Oui, quand on reçoit ça chez soi, on imagine la réaction. Quand on reçoit ça chez soi, qu'on est au chômage, donc dans une situation fragile, évidemment, on peut réagir très mal. Et beaucoup de gens étaient tout à fait terrorisés. On l'a vu même dans le reportage, les gens sont craintifs. Oui, il y en a une qui ne veut pas se faire reconnaître, qui a peur que son conseiller, son agent Pôle emploi, lui sucre ses allocations. Elle dit même que c'est à son bon vouloir. Vous avez rencontré des situations comme ça? Non, pas vraiment, mais c'est le sentiment que donne, comment dirais-je, le sentiment d'injustice, d'arbitraire, parce qu'on ne connaît pas le règlement, on ne connaît pas les règles du jeu, et si on ne prend pas le temps de vous les expliquer bien, quand on est en situation de fragilité, eh bien on pense que c'est un règlement arbitraire, et on finit par avoir peur. Et je trouve ça très grave qu'il y ait des gens qui aient peur d'un service public dans un pays comme le nôtre. Il faut que les courriers, mais toute la communication que Pôle emploi et ses agents ont vis-à-vis des personnes en difficulté, il faut que cette communication soit améliorée. Il faut qu'on y passe plus de temps, il faut qu'on rétablisse une relation humaine plus chaleureuse et pas seulement plus rapide ou plus efficace. C'est tout ce que vous dites dans votre rapport. Comment il a été accueilli ? Le rapport a été très bien accueilli par toutes les organisations syndicales et patronales paritaires. Du côté de Pôle emploi lui-même, l'accueil a été franchement beaucoup plus frais, très distant. C'est pas facile de critiquer l'institution. C'est pas facile de critiquer l'institution. C'était pas une critique, ce rapport, les gens doivent le relire. Elle se voulait constructive, elle voulait surtout améliorer, encore une fois, la qualité du service, qui me paraît essentiel pour un service public, qui s'adresse à des personnes qui sont, encore une fois, en difficulté. Merci beaucoup Benoît Genuini de nous avoir répondu. Si le suivi des demandeurs d'emploi n'est peut-être pas à la hauteur des espérances, c'est aussi parce qu'ils sont, il faut le rappeler, très nombreux. La fusion ACDIC-NPE avait été décidée avant la crise et avant l'explosion du chômage. Du coup, pour dégonfler leur portefeuille, les conseillers peuvent en sous-traiter une partie. 320 000 demandeurs d'emploi vont être confiés à des organismes privés de placement d'ici la fin 2011. C'est une sous-traitance qui coûte cher, environ 400 millions d'euros. Alors est-ce plus efficace quand les chômeurs sont suivis par le privé que par le public? C'est un reportage de Flora Sauvage. Nous sommes à Dijon. Après 1 an et demi de chômage, Norbert a retrouvé du travail en CDD. Il vient faire le point avec Ajar, sa conseillère, 6 mois après un accompagnement dans sa recherche d'emploi par un opérateur privé de placement. D'après ce que vous avez pu me dire au téléphone, votre contrat a été renouvelé? Mon contrat est renouvelé depuis le début du mois, donc ça y est, c'est parti. Norbert a tout de suite accepté la proposition de son conseiller Pôle emploi d'être suivi par un prestataire privé. Il était pourtant libre de refuser. Il y avait beaucoup de monde à Pôle emploi. Et puis, les quelques interlocuteurs que j'ai eus m'ont un petit peu donné l'impression de, je ne veux pas dire d'être dépassé par la difficulté de m'aider à retrouver un emploi. Mais c'était quand même une mission relativement compliquée et difficile pour eux. Surtout que nos entretiens étaient relativement minutés. Car en moyenne, un conseiller de Pôle emploi a 120 chômeurs à suivre tous les mois. Une charge de travail colossale, ce qui n'est pas le cas pour Ajar. En portefeuille moyen, moi je tourne autour de entre 40 et 50 bénéficiaires. D'ailleurs, c'est pour répondre aussi au maximum au cahier des charges qui a été convenu avec Pôle emploi. À 24 ans, Ajar, comme beaucoup de ses collègues, est elle-même en CDD. Ainsi, les opérateurs privés de placement ont une main-d'œuvre flexible à moindre coût, car le but est bien de réaliser des bénéfices tout en plaçant les chômeurs dans des emplois durables, CDD de plus de 6 mois ou CDI. Nous sommes rémunérés en 3 parties. La pure phase d'accompagnement, on a 50% du prix hors taxe négocié initialement. Ensuite, nous avons 25% de facturation complémentaire si nous sommes dans une situation de solution identifiée, donc c'est-à-dire un emploi durable de plus de 6 mois. Et puis les 25% restants, c'est le maintien dans l'emploi. Donc c'est au-delà des 6 mois, c'est le fait que la personne, pendant 6 mois, est bien toujours en emploi durable. À la différence de Pôle emploi, chez les opérateurs privés, la performance est récompensée par des primes. À chaque fois qu'un chômeur est placé dans un emploi durable, son conseiller perçoit 100 € en plus de son salaire fixe. Chez les syndicats de Pôle emploi, comme à la CFDT, les agents du service public voient la marchandisation de leur métier d'un mauvais œil. Très vite, ça devient un marché. Et donc, l'objectif final des opérateurs privés de placement, c'est quand même bien
de gagner leur vie. C'est de percevoir une certaine somme, sachant que s'ils ne vont pas au bout de l'accompagnement, en tout cas s'il n'y a pas de réussite, ils ne percevront que la moitié, mais la moitié l'auront perçue. Chez Eurydice Partner, un autre opérateur privé de placement de la région parisienne, on se défend de faire de l'argent sur le dos des chômeurs. C'est un petit peu caricatural, parce que nous, on prend le temps. On prend le temps avec les demandeurs d'emploi. On l'adapte, on met en place les outils qu'il faut, on perfectionne ces outils, on fait évoluer les choses tout en respectant le cahier des charges. Fort de son succès sur l'appel d'offres lancé par Pôle emploi en 2009, Eurydice Partner a ouvert 26 nouvelles agences en Île-de-France. Ici, à Versailles, les conseillers sont aux petits soins. Entretien individuel, ateliers collectifs, tout est bon pour redonner confiance en soi aux demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, le thème de l'atelier est de synthétiser ses compétences et ses qualités professionnelles. Bonjour, je suis Charles-Henri, donc moi je cherche un poste de direction administrative et financière ou secrétariat général. Un candidat qui passe un entretien, on n'attend pas 2 jours, 3 jours, etc. Il nous appelle derrière et on fait un débrief en live. Et voilà, donc ça c'est notre disponibilité, ce qui est quand même assez exceptionnel dans ce métier. Pourtant, d'après une étude comparative réalisée en 2007 par des chercheurs pour le compte de la NPE, les résultats des opérateurs privés de placement ne seraient pas aussi probants que ce que l'on pourrait croire. Ça marche beaucoup mieux lorsque l'accompagnement est donné par le secteur public que par le secteur privé. Lorsqu'il est donné par le secteur privé, on a des résultats qui sont beaucoup plus modestes et en général beaucoup plus tardifs. L'une des explications tiendrait dans le fait que les agents de Pôle emploi ont un vivier d'offres plus important que leurs homologues du secteur privé. Au total, pour chaque demandeur d'emploi reclassé, les opérateurs privés facturent leurs prestations à Pôle emploi 2 000 € en moyenne. D'ici 2011, 320 000 chômeurs passeront entre les mains de ces opérateurs privés de placement. Bonjour Hubert Mongon. Bonjour. Vous êtes le vice-président ressources humaines de McDonald's France. Merci beaucoup de nous accueillir dans l'un de vos restaurants parisiens. Alors on apprend dans ce reportage de Flora Sauvage que finalement, contrairement à ce à quoi on s'attend, quand les demandeurs d'emploi sont suivis par des organismes privés, ça marche moins bien que dans le public. C'est ce que nous dit le chercheur. McDo, c'est l'un des plus gros recruteurs peut-être. Est-ce que vous faites appel à ces organismes privés? On n'a pas ce type d'expérience du tout. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui tendance à travailler en direct avec le Pôle emploi. On n'a jamais été sollicité, on n'a pas sollicité non plus. Ni agence d'intérim, on n'a pas d'intérimaire par nature chez McDonald's. Ça fait partie des éléments fondamentaux de notre politique sociale. Tout simplement parce qu'on a tout un cycle de formation et d'intégration qui est très long et qui correspond à nos standards. Je crois que vous dites créer 1500 à 2000 postes chaque année. Comment ça se passe en fait? Comment vous recrutez? Alors ce sont des créations nettes d'emplois. En revanche, effectivement, on a la chance de pouvoir recruter environ 40 000 salariés nouveaux chaque année, équivalent 23 000 salariés à temps complet, par des sources différentes. Et Pôle emploi est pour nous évidemment un acteur tout à fait privilégié que l'on sollicite pratiquement au quotidien. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une offre d'emploi, vous la donnez à Pôle emploi? Ça passe par Pôle emploi? Alors on a évidemment plusieurs sources de recrutement. Internet est une grosse source de recrutement, mais Mission Locale, Cap Emploi et Pôle emploi aujourd'hui effectivement est un acteur majeur. Avec, je dirais, un énorme travail qui a été fait depuis quelques années d'analyse, je dirais, de nos métiers, de connaissance de nos organisations et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des interlocuteurs de qualité et qui nous permettent, de cibler au mieux les profils dont on a besoin, notamment par l'intermédiaire des méthodes de recrutement par simulation qui ont été beaucoup développées ces dernières années et qui nous donnent vraiment toute satisfaction. Alors c'est des méthodes, si vous voulez, qui consistent à d'abord avoir une idée très claire de nos métiers et de nos organisations. Donc les équipes de Pôle emploi viennent dans nos restaurants, rencontrent nos équipes, posent toutes les questions qu'ils veulent sur les métiers et à partir de là, élaborent un certain nombre de tests qui sont proposés à des candidats qui ont des profils par nature extrêmement différents. Beaucoup d'ailleurs n'auraient jamais imaginé venir dans les métiers de la restauration rapide. Et à partir de là, je dirais, on arrive à découvrir des personnalités et des profils qui correspondent strictement à nos besoins. Donc les candidats que vous fournit Pôle emploi font l'affaire en général? Grâce à ces méthodes de simulation. Grâce à ces méthodes de simulation, effectivement, on arrive à avoir d'excellents résultats, notamment lorsqu'on ouvre un nouveau restaurant. C'est là qu'on les sollicite davantage. Mais vous avez, je crois, 400 000 candidatures spontanées chaque année, environ. Via Internet, notamment. Via Internet, via votre site. Vous avez aussi des centres, centres d'emploi et des métiers McDo. On en a 2 à Paris et 1 à Lyon. Voilà, donc pourquoi est-ce que vous avez besoin de Pôle emploi? Parce que c'est une façon de professionnaliser encore plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on recherche, c'est vraiment d'avoir des profils qui correspondent à nos métiers. On a, vous le savez, beaucoup d'exigences
exigence dans le domaine de la qualité, du service, de l'accueil des clients, de l'hygiène, de la sécurité. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui une très grande attention portée au profil. Et c'est vrai que des profils qui viennent d'horizons par nature, qui n'auraient pas pensé eux-mêmes à venir dans nos métiers, nous intéressent. Alors Pôle emploi fait en ce moment une offensive de communication auprès des entreprises avec un numéro unique, le 3995, qui est censé faciliter vos recrutements. Dans quelle mesure, qu'est-ce qui pourrait améliorer, d'après vous, la relation entre Pôle emploi, même si pour vous ça se passe bien, c'est ce que vous nous dites, mais entre Pôle emploi et les entreprises? Alors, je pense que ça passe avant tout par la connaissance de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire qu'on, loin des généralités, des a priori ou des principes, vraiment ce qu'on demande aujourd'hui à nos interlocuteurs, c'est qu'ils viennent voir concrètement ce qui se passe dans les cuisines, qu'est-ce qui se passe dans les restaurants, quelles sont les attentes, quels sont les besoins. Et c'est comme ça qu'on fait un travail absolument formidable. Sans ça, c'est très compliqué. Merci beaucoup Hubert Mongon. C'est vrai que McDo, c'est l'un des clients privilégiés de Pôle emploi, l'un des principaux recruteurs. Les agents n'ont pas forcément le temps d'aller connaître l'entreprise comme ils l'ont fait pour McDonald's dans les plus petites entreprises. C'est ce qu'ils disent en tout cas souvent parce que leur métier a changé. Le nombre de demandeurs d'emploi à suivre a explosé quand les agents sont sous pression. C'est une enquête de Thomas Raguet. Une agence Pôle emploi en région parisienne. Un jour ordinaire. Nathalie est à l'accueil, elle doit orienter les demandeurs. Madame, bonjour. Par téléphone ou sur Internet hein? Bien souvent vers le téléphone ou l'ordinateur voisin. Autre nouveauté, Pôle emploi demande à ses conseillers de contrôler l'identité des nouveaux inscrits. Parce que si les personnes qui ont des titres de séjour, le titre de séjour arrive à expiration, ils sont désinscrits automatiquement. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on renouvelle les titres de séjour et puis là, changement d'adresse. Vous êtes chargé de vérifier l'identité des gens, vous parlez de lampes à UV. Lors de l'inscription, oui. On a des lampes à UV qui sont plus ou moins utilisées, on va dire. C'est la demande, pour la volonté du conseiller. Exactement. Un nouveau rôle considéré comme du flicage par certains agents. Mais le grand changement pour les conseillers, c'est l'apprentissage d'un nouveau domaine. Auparavant, Nathalie, ancienne conseillère de la NPE, ne s'occupait jamais d'indemnisation. Il y a un paiement qui est parti avant-hier. Désormais, elle doit pouvoir au minimum renseigner les inscrits. On peut dire que 75% des demandes, c'est par rapport à l'indemnisation, pourquoi j'ai pas été payé, pourquoi mon dossier est bloqué, quand mon dossier va-t-il être traité. Moi, j'ai la chance d'avoir été formée sur l'indemnisation, donc c'est plus facile pour moi maintenant l'accueil. Une formation qui se résume souvent à quelques jours, voire quelques heures, insuffisant pour devenir vraiment polyvalent. Indemnisation, inscription, entretien téléphonique ou physique, les conseillers de Pôle emploi changent d'activité plusieurs fois par jour. Vous connaissez un petit peu le principe, on a une demi-heure ensemble d'entretien pour voir un peu... Leur objectif, gérer leur portefeuille, c'est-à-dire le nombre d'inscrits dont ils suivent les dossiers. Alors justement, cette année, c'est un petit peu différent. La réunion d'information a lieu mardi matin. C'est pour ça que je fais appel à vous. Pour que vous puissiez chercher des candidats dans vos portefeuilles. Chaque conseiller suit un portefeuille à peu près de 120 personnes actives, qui sont vraiment en recherche. Ce qui est quand même beaucoup. Oui, tout à fait. 120 demandeurs par mois et par conseiller, 2 fois plus que les 60 dossiers envisagés par le gouvernement. En un an, du fait de la crise, le nombre d'inscrits a augmenté de 30% dans cette agence. Pour les syndicats, cette surcharge de travail conduit Pôle emploi à exiger plus de productivité de la part de ses conseillers. Tout est chiffré. Aujourd'hui, on ne chiffre pas le taux de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Ça, personne n'est capable de le donner au sein de la direction. Par contre, on va chiffrer combien de personnes on a envoyées en opérateur privé, combien de personnes on a placées dans tel établissement, etc., etc. Voilà. En fait, on n'est plus du tout dans la même démarche. Si l'agence que nous avons visitée fait plutôt figure de modèle, d'autres connaissent des situations beaucoup plus difficiles. Les conseillers, souvent sous pression, ne peuvent tenir les délais et aider correctement ceux qu'ils doivent maintenant appeler leurs clients. De plus en plus, les entretiens téléphoniques remplacent les rencontres physiques. Un système que tente de justifier Pôle emploi.
Ce qu'on essaie d'abord de faire, c'est de permettre à chacun des conseillers de Pôle emploi de faire bien son travail. C'est pour ça que, devant la surcharge de travail, nous avons fait des réorganisations. Beaucoup d'activités ont été transférées, par exemple, d'une agence vers des plateformes centralisées. Je pense notamment au téléphone. Ça n'a pas déshumanisé le rapport avec le... Non, ça n'a pas déshumanisé. Bien sûr, quand on a quelqu'un au téléphone, c'est pas la même chose que quand on rencontre son conseiller personnel. Mais quand on fait un suivi mensuel par téléphone, c'est bien le conseiller personnel du monde de l'emploi qui l'appelle. Donc voilà, on essaie d'avoir une façon la plus homogène et la plus humanisée possible. Pourtant, ce nouveau rythme de travail a mis à rude épreuve les agents Pôle emploi. Leur manque de disponibilité les amène parfois à subir la violence des usagers. Marion Bergeron a travaillé 6 mois comme conseillère. Elle en a tiré un livre intitulé « 183 jours dans la barbarie ordinaire ». Quand on est dans une situation d'accueil dans une agence, les personnes qui franchissent le sas, elles viennent parce qu'elles ont un problème. Donc déjà, elles sont en difficulté. Beaucoup de personnes sont très agressives. Moi, je me suis fait chahuter, j'ai été bousculée, j'ai été insultée. Et bon, ça, c'est une vraie souffrance dont les conseillers ne parlent pas tant que ça entre eux. C'est normalisé, c'est banalisé. Moi, j'en ai beaucoup souffert pendant 6 mois. Et l'organisation n'a absolument aucune réponse à nous apporter sur ce point-là. En 2009, les syndicats ont recensé près de 143 agressions physiques au sein des agences Pôle emploi. Si des avancées sont observées comme l'uniformisation du statut des agents ou l'arrivée prochaine d'un réseau informatique unique, un malaise existe pourtant. D'après une étude réalisée fin 2009 et commandée par Pôle emploi, 71% des agents disent se trouver dans une situation de travail tendue. Bonjour Aude Rossigneux. Bonjour. Vous êtes la co-auteure de Confession d'une taupe à Pôle emploi que vous avez donc coécrit avec un agent de Pôle emploi qui est resté anonyme bien sûr. Qu'est-ce qui explique à votre avis le malaise des agents de Pôle emploi que vous décrivez dans votre livre? C'est d'abord le fait que la fusion Pôle emploi, donc ANPE, ACEDIC, ait été faite à la va-vite et surtout sans moyens. Il n'y a pas assez d'agents. Il y a des agents qui ont, en tout cas Gaël Guizelin, donc le co-auteur de Confession d'une taupe à Pôle emploi, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il avait 198 dossiers de demandeurs d'emploi. On est très très loin des 60 qui avaient été promis, pas suggérés, mais promis par Christine Lagarde. On a des agents qui n'ont pas de bureau fixe, qui donc n'ont pas d'endroit. Parfois, ils sont obligés d'aller recevoir des demandeurs d'emploi sur un coin de table. Il y a un problème de formation parce que certains sont passés, on le voit dans le reportage, de l'indemnisation au placement, d'autres du placement à l'indemnisation. Et alors comment on le mesure, ce malaise? Comment on peut le voir? Bon, on peut le voir assez simplement au nombre d'arrêts maladie pour dépression, à l'état d'esprit des conseillers agents, qui disent qu'ils se sentent pas bien, qu'ils sont dans une situation tendue. Est-ce que vous diriez que les agents ont une pression pour faire baisser les chiffres du chômage? Je le dis pas, on peut même le voir très clairement. Alors attention, hein, j'ai jamais dit qu'il y avait une prime à la radiation, et on ne l'a jamais écrit, mais il y a des primes qui sont donc pour toute l'agence, chaque année, des primes annuelles, et qui sont fonction de ce qu'on peut proposer aux demandeurs d'emploi. Et là, c'est pervers. Alors, soit ils vont en stage, soit ils ont une formation, auquel cas ils sortent de cette catégorie, qu'on appelle la catégorie A, qui est la catégorie des chômeurs, qui est celle qu'on donne à tout le monde. C'est le chiffre important. Oui, on ne compte que la catégorie A. On ne compte que la catégorie A. Il y a que celle-là qu'on regarde. On regarde que la catégorie A. C'est en gros, la catégorie A, c'est assez simple. C'est les gens qui n'ont pas travaillé une seule heure de tout le mois. C'est-à-dire qu'une femme de ménage, si elle a travaillé 1 heure dans le mois, elle n'est pas demandeuse d'emploi. En gros, on cache les chômeurs sous le tapis. Soit on les met dans une catégorie qui ne se voit pas, soit on les radie. Parce que si quelqu'un ne se présente pas à un atelier, ne se présente pas à une formation à laquelle il a été inscrit, eh ben, il peut être radié. En tout cas, il peut recevoir un avis de radiation. Ils s'appellent les radiateurs d'ailleurs entre les agents. Ils se surnomment les radiateurs, oui. C'est-à-dire que les agents ne peuvent plus accompagner les demandeurs d'emploi comme ils l'aimeraient ou comme ils avaient l'habitude de le faire avant la fusion? Bien sûr, c'est aussi ça qui crée le malaise chez les conseillers de Pôle emploi. C'est la perte de sens de leur métier. Certains sont entrés à Pôle emploi par vocation en se disant j'ai un boulot, et je vais aider les gens à trouver un autre. Utilité sociale. Ils se sentaient un des maillons du lien social. Et aujourd'hui, on leur dit simplement de faire du chiffre ou de fermer leur gueule, mais pas à faire du bien. Merci beaucoup Aude Rossigneux d'avoir répondu à nos questions. Je précise que nous avons souhaité bien sûr faire réagir la direction de Pôle emploi à notre enquête, mais que malgré nos nombreuses sollicitations, elle a décliné notre invitation et nous le regrettons. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet publicsena.fr. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions et vos commentaires. Très bonne suite de programme.
Vous avez l'air de penser que c'est plus facile de trouver un homme qu'un emploi. Oui. C'est vrai. Je pense que c'est plus simple de trouver un homme qu'un emploi.